soir pour illustrer mon propos. Et puis, quand j'ai voulu installer ça sur la clé USB pour vous faire défiler les images avec le prompteur sur PowerPoint, j'ai fait une fausse manœuvre parce que je ne suis pas très habitué à ce PowerPoint. J'ai fait seulement une conférence par le passé sur ce moyen-là, sur ce vecteur, et j'ai fait une fausse manœuvre et j'ai effacé toutes mes images. Monsieur l'informaticien a essayé de m'aider à les récupérer, mais elles sont soit effacées, soit parties sur l'Internet. Et comme nous n'avons pas de connexion Wi-Fi ici, nous ne pouvons pas les récupérer ce soir. Alors, je vais essayer de vous les retrouver une par une sur ma base de données des images, parce qu'elles sont dans mon ordinateur, mais elles ne sont pas rangées comme il faudrait pour pouvoir agréablement vous les faire défiler. J'étais très content de voir ce court reportage fait par le ministère des Affaires étrangères, qui a surtout parlé de talent. Je n'ai pas vu la première partie parce que j'étais avec monsieur l'informaticien derrière. Merci beaucoup, monsieur. Et justement, monsieur Philippe Anne, je parlais d'anecdotes. C'est clair? Ah, ça c'est pour le rétroprojecteur. Je vais chercher ma merci. Normalement, j'ai une batterie qui doit durer au moins 1 heure, mais on ne sait jamais, pourvu qu'on ait un accès au cas où elle serait fatiguée. Alors, oui, j'ai particulièrement apprécié l'intervention de M. de Villepin. Et je vais vous dire des choses, j'avais prévu de vous dire des choses qu'il a dites très clairement. Très clairement, et je trouve que des 3 intervenants, c'est celui qui a le mieux parlé. Concernant l'intervention de M. Fabius, je voudrais juste remettre la citation telle qu'elle a été donnée par Talleyrand au sujet du fromage de Brie. Elle était plus jolie que ce qu'a dit M. Fabius. Talleyrand, en présentant le fromage de Brie, et je pense que c'est pour ça qu'il a remporté le premier prix, il a dit « c'est le roi des fromages et c'est le fromage des rois ». Alors tout le monde a applaudi, et je pense que rien que ce mot méritait que le fromage fût placé en numéro 1. Et puis, concernant l'intervention de M. Védrine, quand il raconte cette anecdote de Talleyrand qui dit à Napoléon « je ne vous ai jamais trahi avant d'avoir plus de la moitié de la France derrière moi », la citation de Talleyrand est beaucoup plus belle que ça. Il l'a dit, il l'a même écrit dans ses mémoires. Il a dit « je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais abandonné aucun souverain avant qu'il ne se fût abandonné lui-même ». Je trouve que c'était bien mieux dit que ne l'avait relaté M. Védrine. En revanche, j'approuve tout ce qu'avait dit M. de Villepin, et je vais vous dire, puisque nous l'avons entendu ce soir, et que nous l'avons tous entendu au moment de la guerre du Golfe, de la guerre du Golfe, quand il est intervenu à la tribune des Nations Unies à New York, et qu'il a dit, eh bien non, nous sommes la vieille Europe, nous ne vous suivrons pas dans cette aventure guerrière en Irak, eh bien nous, la vieille Europe, nous ne vous suivrons pas. Et les Américains ont grincé des dents. Et moi, je me suis souvenu d'un mot qui illustrerait très très bien mon propos de ce soir. C'est une expression américaine pour qualifier avec un certain mépris et une certaine condescendance de la part de ces WASP,
américain, parce que la classe dirigeante aux États-Unis, même s'ils ont un président d'origine africaine aujourd'hui, la classe dirigeante, ce sont quand même les WASP, ce qu'on appelle les WASP, c'est-à-dire les guêpes, c'est l'anagramme de White Anglo-Saxon Protestants, les anglo-saxons protestants, des descendants de puritains. Et alors, pour qualifier avec mépris cette vieille Europe, que revendique M. de Villepin? Que je revendique? Que revendiquaient Talleyrand et Metternich? Eh bien, c'est Eurotrash. Eurotrash, ça veut dire poubelle européenne. Poubelle européenne, parce que les Américains, ces puritains, là, et ma mère en était. Ma mère était une WASP de la côte est des États-Unis. Elle était née à New York en 1934, et elle était typiquement de cette culture-là. Mon père, c'était tout le contraire. Mon père, c'était vraiment Eurotrash. Mon père, c'était le jouisseur, le coureur, le chasseur, le buveur, le gastronome, et puis j'ai assisté à des disputes titanesques entre mon père et ma mère, qui ont d'ailleurs fini leurs jours séparés. Ils n'ont jamais voulu divorcer. Mais ils se sont séparés de corps pendant les 4 ou 5 dernières années de la vie de ma mère. Et ces deux personnes dont je vais vous parler ce soir, j'ai été invité à vous en parler parce que je disais à Madame la Consul Générale il y a quelque temps que ma famille avait des alliances aussi bien avec Talleyrand qu'avec Metternich. Eh bien, nous sommes tout à fait ce soir dans la Eurotrash, comme diraient les Américains. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et nous en sommes fiers, je dirais. Pardon? Et nous en sommes fiers d'être. Oui, voilà, je dirais. Merci de votre indulgence, Madame la Consul Générale. Merci de votre indulgence. Je fais cette introduction, j'insiste un peu lourdement sur ce sujet-là, parce que je vais dire des choses qui vous sembleront peut-être, comment dire, qui vous sembleront peut-être snob, qui vous sembleront peut-être arrogantes, condescendantes. Mais il faut le comprendre pour comprendre comment ces deux personnages, et d'autres qui étaient autour d'eux, parce qu'ils n'étaient pas les seuls de cette vieille Europe, c'est le représentant, mais c'est peut-être les deux plus caractéristiques de tous ceux qui ont participé à ce congrès de Vienne, c'est quand même Talleyrand et Metternich qui représentent, à mon avis, le mieux l'archétype de cette vieille Europe. Mais ce n'étaient pas des gens commodes, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Alors, ils avaient une morgue aristocratique. Et mon idée, parce que j'ai bien étudié ce congrès de Vienne, même si je ne vais pas vous en parler beaucoup sur le plan de la géopolitique, comme je vous l'ai dit en haut tout à l'heure, ce n'est pas mon propos de ce soir, je préfère laisser ce sujet à des professeurs d'université, à des historiens professionnels, ou à des professeurs de sciences politiques ou de diplomatie. Moi, je suis un simple... je fais une maîtrise en histoire médiévale, une maîtrise en droit public. Ça ne me donne pas autorité pour parler des grands sujets géopolitiques, même si ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels j'ai beaucoup lu et sur lesquels je pourrais parler. Je préfère laisser... Ce que je peux vous apporter, que ne peuvent pas vous apporter les professeurs de l'université et les diplomates, comme ceux que nous avons entendus tout à l'heure, ce sont des anecdotes familiales, des anecdotes de la petite histoire. Mais je suis convaincu que l'histoire, la grande histoire, si on veut lui donner un grand H, n'est pas comme le prétendent par exemple les marxistes prédéterminés. Elle n'est pas comme le prétendent les va-t-en-guerre américains, protestants, ces protestants, comment dire, évangélistes, ces évangélistes américains. Elle n'est pas
elle n'est pas prévue dans les Saintes Écritures. Enfin, on a le droit d'y croire, et je ne discuterai pas avec ceux qui en sont convaincus. Mon point de vue personnel, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui font la politique, et souvent des femmes, et nous allons le voir ce soir, qui font la politique. Ceux qui font basculer l'histoire, ce sont souvent, c'est parfois une ou deux personnes isolées, parfois un petit groupe. Les bolcheviks étaient une petite poignée qui se sont heurtés au pot de fer tsariste et qui l'ont cassé, le pot de fer. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont deux cousins, Churchill et Roosevelt, dont les mères étaient cousines germaines. On ne sait pas beaucoup. Leurs mères étaient cousines germaines. Et ils se sont entendus contre Hitler, et ils n'ont fait que reprendre les principes du Congrès de Vienne, qui était déjà une politique constante depuis la guerre de succession d'Espagne, à la fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle. On ne peut pas vous faire un cours d'histoire, mais puisqu'il y a une exposition sur Charlemagne en haut, ici, je suis même tenté de dire, et sur le traité de Verdun, je suis même tenté de dire que c'est une politique constante des Normands, qui sont les ancêtres des Britanniques, n'est-ce pas, depuis toujours, que de diviser le continent européen, et que d'éviter à tout prix que ne se fasse une union du continent européen, union contre laquelle eux, les insulaires, n'auraient aucun recours. Donc toute la politique britannique depuis toujours, et je dis depuis le dernier empereur carolingien, qui était le mari d'une sainte qui était de ma famille, Sainte Richarde d'Anglo, avait été la femme du dernier empereur carolingien, l'arrière-petit-fils de Charlemagne, qui était Charles III le Gros, et qui a été le dernier empereur carolingien, et il a été étranglé par ses barons, parce qu'il avait d'abord traité sa femme d'adultère, et puis aussi parce qu'il avait eu la bassesse de payer une rançon aux Normands pour avoir la paix, plutôt que de leur faire la guerre. Et les barons ont dit, mais notre Kaiser est indigne, et ils l'ont étranglé en l'an 888. Mais s'il a été étranglé, c'est encore une fois la faute de ces Normands qui ont conquis les îles britanniques au XIIe siècle, et qui ont mené une politique constante. On l'a vu à Yalta. Yalta, qu'est-ce que c'est? Yalta, à Yalta, j'ai lu les mémoires, je ne sais plus comment elles s'appelaient. Elle s'appelait, oui, une femme russe qui a été l'interprète de Roosevelt à Yalta. Elle a écrit ses mémoires, ce qu'elle s'appelait, Tatiana. Et alors, elle raconte que, à un moment, Roosevelt dit à Staline, eh bien voilà, on va vous laisser toute cette partie de l'Europe. Donc toute l'Europe centrale, en fait. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, etc. Et Staline était éberlué. Il a demandé à son interprète, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien traduit ce que vous venez de me traduire? Et son interprète, l'interprète de Staline, a dit à Staline, oui, je vous assure. Staline était éberlué qu'on lui fasse ce cadeau. Mais ce n'était pas un cadeau, c'est une politique constante. Il s'agissait, pour les anglo-saxons, de diviser à tout prix le continent européen pour l'affaiblir. Et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale, si les Anglais
sont entrés dans la Première Guerre mondiale et n'ont pas soutenu leur cousin germain, le tsar. D'ailleurs, si vous prenez le tsar Nicolas II et que vous prenez le roi George V d'Angleterre, ils se ressemblent comme des frères jumeaux. Ils sont cousins. Et pourquoi est-ce que les Anglais n'ont pas soutenu le tsar? Mais parce que le tsar s'était construit une flotte importante. Et pourquoi ont-ils fait la guerre aux Prussiens? Parce que aussi Guillaume II était en train de se constituer une flotte. Il fallait à tout prix détruire cet instrument de pouvoir. Et aujourd'hui, et c'est là que je conclus mon introduction, aujourd'hui, nous avons les incidents d'Ukraine. Les incidents d'Ukraine ont été provoqués tout début de l'année 2014. Janvier ou février 2014. Les incidents ont éclaté sur la place Maïdan. D'un seul coup. Et qu'est-ce qui s'était passé préalablement, depuis 2 ans avant? Eh bien, Vladimir Poutine avait fait 3 approches très amicales vers l'Union européenne et avait proposé par 3 fois à l'Union européenne de coopérer. Que la Russie coopère avec l'Union européenne. Pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Et peut-être même sur le plan militaire, dans le secret des dieux. Mais aujourd'hui, il ne fait pas autre chose que de proposer son soutien. D'ailleurs, il intervient en Syrie, pas seulement par amitié pour les Européens, c'est surtout pour protéger sa base navale de l'attaque qui est en Syrie. Mais il avait fait 3 approches qui inquiétaient furieusement les Anglo-Américains. Furieusement. Et comme par hasard, alors la 3e tentative, c'était en novembre 2013. Il fait sa 3e offre et approche. En février 2014, la place Maïdan est à feu et à sang, avec des tireurs qui tirent, on ne sait pas trop qui tirait sur qui, etc. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que 2 messieurs étaient très responsables de tout ce désordre. L'un s'appelait monsieur James Wellesley, c'est l'ancien directeur de la CIA, l'ancien directeur général de la Central Intelligence Agency, les services secrets américains, et l'autre monsieur, c'était monsieur Hans-Jörg Wieck, ancien patron du Bundesnachrichtendienst, tout simplement, qui aujourd'hui dirige une université en Ukraine, cadeau de monsieur George Soros pour l'Ukraine. Bien. Donc tout ceci est cousu de fil blanc, mais il suffit de lire les... Il y a un livre qui est, à mon avis, le meilleur sur ce sujet-là, qui a été écrit il y a 30 ans déjà, 30 ou 40 ans, par un certain Carroll Quigley, un Américain, universitaire, et qui a écrit « The Anglo-American Establishment », l'establishment anglo-américain, où il décrit cette politique constante qui consiste à tout prix à diviser le continent européen. Qu'ont fait les Anglais face à Napoléon? Exactement ça. Exactement ça et rien d'autre. Que font les Anglo-Américains aujourd'hui? Je viens de vous le dire en Ukraine. Eh bien, ils essayent de recréer ce couloir, ce cordon sanitaire. Cordon sanitaire, c'était une expression du maréchal polonais, maréchal Piłsudski, qui voulait absolument faire de l'Ukraine un cordon sanitaire entre la Russie et la Pologne, pour protéger la Pologne. Et aujourd'hui, c'est exactement le plan des Anglo-Américains en général et des amis de M. George Soros en particulier. Politique absolument constante. Au Congrès de Vienne, on est exactement dans cette configuration-là. On est exactement là. Et
Monsieur de Villepin l'a dit, il était très proche, Talleyrand était très proche des Anglais. Très proche des Anglais. Il était un ami intime de Wellington. Enfin, il l'est devenu après le congrès. Il s'est lié d'amitié avec Wellington au congrès de Vienne. Il s'est lié d'amitié avec lui. Il connaissait bien Castlereagh, puisqu'il avait fait, pendant la Révolution française, déjà une ambassade à Londres. Au moment de la Terreur, il avait compris qu'il valait mieux prendre quelques distances par rapport à Paris, et il s'était fait envoyer 2 fois en mission diplomatique. D'ailleurs, une des 2 fois, ça lui a permis de ne pas voter la mort du roi. Donc, quand il a compris qu'on allait voter la mort du roi, il s'est fait envoyer en mission diplomatique en Angleterre, et là, il a lié des amitiés avec William Pitt, et avec tous les hommes d'influence politique en Angleterre. Donc ça, c'était une bonne carte qu'il avait dans son jeu. Il en avait évidemment quelques autres, et notamment ces liens familiaux. Il avait fait épouser à son neveu, parce que lui, il n'avait pas de descendance légitime, il a eu des enfants, mais des enfants naturels. Mais il n'avait pas de descendance légitime, et il avait été d'ailleurs dépouillé de son droit d'aînesse, parce qu'il avait un pied beau. Alors, lui dit que c'est une nurse qui l'a fait tomber d'une table quand il était petit, et puis d'autres disent non, non, c'était de naissance, peu importe. Il a perdu son droit d'aînesse à cause de ça, parce qu'il ne pouvait pas être militaire, et donc on l'a fait prêtre. Lui, il aurait voulu éventuellement devenir cardinal, parce que, pardon, son parrain, le comte d'Harcourt, archevêque de Reims, était lui-même cardinal. Et il espérait succéder à son oncle et parrain, Harcourt, mais sa mère, qui le savait libertin, il s'échappait déjà du séminaire de Saint-Sulpice pour courir les jolies filles, et sa mère a voulu le brimer en demandant au roi, qui allait signer la demande de l'archevêque de Reims pour qu'il soit nommé cardinal. Sa mère est intervenue auprès du roi en disant au roi: mon fils n'a pas assez de religion, mon fils est un libertin, obligez-le à devenir prêtre, faites-le plutôt évêque. Alors là, la différence entre cardinal et évêque: cardinal, on faisait vœu de célibat, mais aucunement de vœu de chasteté. Et on pouvait devenir pape. Et Talleyrand, qui était un ambitieux, je suppose que ça ne lui aurait pas déplu, cette possibilité-là. Mais sa mère l'a obligé à devenir évêque. Et quand sa mère lui a joué ce mauvais tour, et que le roi a signé le papier que sa mère lui demandait de signer pour lui donner plutôt l'évêché d'Autun, en Bourgogne, Talleyrand a dit: on a voulu que je sois prêtre, on m'y a forcé, on s'en repentira. Et il a fait en sorte qu'on s'en repentisse, parce qu'il s'est fait nommer, bon, c'est pas notre sujet ce soir, mais il s'est fait nommer pendant la Révolution représentant du clergé, et il a immédiatement fait faire un inventaire de tous les biens du clergé, et aussitôt élu député, il a proposé à l'Assemblée de confisquer tous les biens du clergé, et voilà, et c'était sa réponse du berger à la bergère. Il était comme ça, Talleyrand. Alors, ses ennemis disent: oui, c'était un personnage sans foi ni loi. On a entendu Védrine le dire. Il était immoral ou amoral, etc. On peut dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il était roué, il était rusé, et il était très cynique. Mais il était loyal, et il était très courageux.
il était loyal, je vous ai dit son joli mot, je n'ai jamais abandonné aucun souverain avant qu'il ne se fût abandonné lui-même, mais il avait effectivement trahi Napoléon à Tilsit, parce qu'à Tilsit, il avait été envoyé par Napoléon pour ramollir le tsar, et c'était avant la campagne de Russie, et d'ailleurs au sujet de cette campagne de Russie, je ne sais pas s'ils l'ont dit, ces diplomates, avant que je n'entende, parce que j'ai pris le film alors qu'il avait commencé depuis 5 ou 10 minutes, mais au Quai d'Orsay, à l'école de la diplomatie, tous les étudiants du Quai d'Orsay ont étudié les lettres de Talleyrand, ambassadeur à Varsovie, avant la campagne de Russie. Il est resté presque 1 an à Varsovie. C'était pas drôle pour un viveur comme Talleyrand d'être enfermé à Varsovie pendant presque 1 an. Et il a envoyé presque chaque jour de son ambassade des lettres à Napoléon pour le dissuader de faire cette campagne de Russie. Et le ton de ces lettres, c'est assez convaincant, c'est du genre « Sire, tous les chemins boueux de la Pologne et de la Russie ne valent pas le sang d'un seul de vos grenadiers. » On ne peut pas dire qu'il a pris Napoléon en traître. Napoléon était déjà engagé dans sa guerre d'Espagne. Et il a voulu ouvrir un 2e front sur la Russie. Talleyrand a tout fait pour l'en dissuader. Napoléon y est quand même allé. Même ses maréchaux ont essayé de le dissuader. Mais moins courageusement que Talleyrand. Parce qu'il y a 2 sortes de courage. Il y a 2 sortes de courage. Il y a le courage physique et il y a le courage moral. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai constaté, à mon âge, où ma barbe commence à blanchir, j'ai constaté que souvent, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont les 2 courages. Généralement, les gens ont plutôt un courage physique ou plutôt un courage moral. Par exemple, le militaire a un courage physique. Il monte à l'assaut sous le feu de l'ennemi. Bien, c'est du courage physique. Mais quand son supérieur lui donne un ordre, eh bien, il est plus facile moralement d'exécuter l'ordre que de s'y opposer. C'est une certaine forme de lâcheté. C'est une certaine forme de lâcheté. Et c'est comme ça qu'on explique que les généraux et les maréchaux du Troisième Reich aient fait plonger le pays sous les ordres aussi fous de Hitler que précédemment de Napoléon. Hitler, qui avait été aussi contraint d'ouvrir un 2e front. Et l'histoire s'est répétée. Mais rares sont les personnes qui osent s'opposer. Et quand Napoléon a appris la trahison de Talleyrand à Tilsit, il l'a insulté en Conseil des ministres, à Paris, aux Tuileries, et il l'a traité, vous avez tous entendu ce mot, donc les dames m'excuseront de le répéter, c'est bon, il a dit Monsieur de Talleyrand, vous êtes de la merde dans un bas de soie. Oui, c'est vrai. Et si je vous revois, je vous chasse de mon Conseil des ministres, vous n'êtes plus ministre, je vous chasse et ne vous trouvez plus jamais sur mon chemin, parce que si je vous croise, je vous fais pendre aux grilles des Tuileries. Comme ça. Sortez, monsieur de Talleyrand. Alors, Talleyrand sort en boitant de la salle du Conseil des ministres, et puis tous les courtisans étaient là, on a entendu les éclats de voix de l'autre côté de la porte, et puis ils disent alors qu'est-ce qui s'est passé, et Talleyrand dit simplement, dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé. Et puis, une semaine plus tard, parce que Napoléon tenait Conseil des ministres toutes les semaines, une semaine plus tard, Talleyrand se représente au Conseil des ministres. Et il fallait quand même du courage. Et là, même du courage physique, pas seulement moral. Hein, parce que Napoléon lui avait promis de le pendre aux grilles des Tuileries. Il se présente comme si de rien n'était.
et il prend sa place parmi les autres ministres chez eux, et rendez-vous la semaine prochaine. Talleyrand, qui non seulement avait eu le courage de revenir une semaine après, je ne sais pas combien de personnes auraient osé faire ça, il a aussi eu l'intelligence suprême. Il savait que le ministre des Finances était placé parmi les ministres juste avant lui et était généralement interrogé par l'empereur avant lui sur les questions de finances. Donc, très rusé, Talleyrand, qui avait des espions partout, hein. Talleyrand c'était un maître espion. Il avait une équipe très fidèle, c'était tous les Juifs de France. Tous les Juifs de France lui étaient dévoués corps et âme. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que sous la Révolution française, et ça on le sait peu, c'est Talleyrand qui a obtenu la citoyenneté pour tous les Juifs de France en 2 phrases seulement à l'Assemblée. 2 phrases. Parce que sous l'Ancien Régime, c'était le roi Louis XVI, avait accordé, on n'appelait pas ça la citoyenneté, mais disons, avait reconnu comme français les Juifs de Bordeaux. Les Juifs de Bordeaux, mais pas les autres Juifs, les autres villes de France. Alors Talleyrand, qui avait sûrement, s'était fait grassement payer par ses amis juifs, est monté à la tribune de l'Assemblée et a dit, voilà, la situation, les Juifs de Bordeaux ont été affranchis par le monarque. Est-ce que la République peut être moins généreuse que le monarque en refusant d'affranchir tous les Juifs de France? Alors là, tout le monde a applaudi, on a dit non, on ne peut pas refuser, et la lettre est passée à la poste comme ça. Donc les Juifs étaient très reconnaissants pour ça. Et puis autre chose, Talleyrand aimait bien faire des affaires. D'ailleurs, il avait un très joli mot. Il disait, les financiers ne font jamais aussi bien leurs affaires que quand l'État les fait mal. Et donc, lui était très au courant des affaires de l'État, et donc il soufflait à ses amis juifs quelques tuyaux d'initiés. Quelques tuyaux d'initiés. Si une guerre devait être déclarée, si une paix devait être signée, ça influait sérieusement sur les cours des bourses, et il était très proche des Rothschild et de beaucoup d'autres juifs, et donc il a fait une belle fortune comme ça en spéculant sur la politique. Mais aussi, comme les juifs avaient des réseaux partout dans toute l'Europe, il payait grassement des équipes de gangsters juifs qui attaquaient des diligences des autres souverains et des autres diplomates européens à travers tout l'Empire. On attaquait des diligences à Berlin, on attaquait des carrosses en Bavière et ailleurs, en Italie, que sais-je. Et c'était les Juifs qui organisaient ça pour le compte de Talleyrand, et on dévalisait les malles des diplomatiques, on saisissait des courriers, et les courriers arrivaient chez Talleyrand. Et Talleyrand avait des équipes, ses équipes dans son ministère, qui épluchaient tout ça. Donc il avait toujours une longueur d'avance sur les autres, il était extrêmement informé. Et ça, c'était son réseau des Juifs qui lui avait permis ça. Alors, il avait aussi un autre réseau d'influence, c'était les jolies femmes. Dans ses mémoires, il écrit, en toutes lettres, il écrit on m'a souvent demandé comment j'avais fait pour connaître tant de femmes charmantes qui avaient bien voulu faire un bout de chemin avec moi. Je trouve que c'est très joliment dit. Et alors, il dit, je crois que le moment est venu de vous le dire. Eh bien voilà,
sachez que le plus beau jour de ma vie fut le jour du sacre du roi Louis XVI dans la cathédrale de Reims. Ça se passait au mois de juin 1775. Et j'ai une gravure, alors j'aimerais bien la montrer, cette gravure-là, si vous pouvez m'aider. Voilà. Alors, nous allons prendre notre temps. Donc on voit sur cette gravure, on voit les représentants de la noblesse en bas, on voit les représentants du clergé qui leur font face, et en haut, dans les balcons, on voit toutes les jolies femmes de la cour. Alors on imagine le jeune séminariste Talleyrand, il avait 21 ans en 1775, hein. Il était né en 1754. Ah, très bien, merci. Alors oui, moi je l'imagine circulant dans les galeries et comptant fleurette à toutes les jolies femmes qu'il rencontre et leur extorquant leur numéro de téléphone pour les inviter à dîner dans la semaine. Et comme ça, il en a connu beaucoup. Et il restait fidèle, parce que ses anciennes maîtresses, il continuait à les inviter chez lui, à tous ses dîners. Et beaucoup de personnes qui ont écrit leurs mémoires à cette époque et qui ont été invitées chez Talleyrand à déjeuner ou à dîner, s'étonnaient que, à côté des très jolies femmes dont il venait de faire connaissance et qu'il invitait chez lui, il y avait ses anciennes maîtresses. Il y en avait même une qui était borgne. Et alors, il y a eu encore un très joli mot avec celle-là. Un jour, la borgne, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais c'était une de ses très bonnes amies. Et puis alors, il arrive en boitant, et puis la borgne lui dit « Ah, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et il lui répond « Comme vous voyez, ma chère. » Donc, pour vous dire, il était loyal, il était fidèle en amitié, et il ne trahissait pas pour le plaisir. Et je crois que s'il a trahi Napoléon, comme il en a trahi d'autres, c'est parce que ils allaient outre loin ou pas assez loin. Alors, ces dames, parmi ces dames, la plus importante pour lui, je crois, a été Dorothée de Courlande, qu'il a mariée à son neveu, Edmond, pendant son ambassade à Varsovie. Il s'était renseigné, il avait appris pendant son ambassade à Varsovie que Dorothée de Courlande était la plus riche héritière de toute l'Europe, puisque son père était le fameux Biren de Courlande, à qui la grande Catherine a acheté son duché de Courlande, qu'on appelle aujourd'hui la Lettonie, n'est-ce pas? Il avait pour palais Rundal et quelques autres. La grande Catherine voulait absolument une ouverture sur la mer Baltique. Donc, elle lui a dit, Biren, je t'achète ton duché au prix que tu voudras. Je ne discuterai pas ton prix, mais je veux ton duché. Donc, c'était soit une déclaration de guerre, soit un contrat d'achat. Biren, qui était raisonnable, il a dit, bah, très bien, je fonds en Courlande, je fonds tous les canons de l'armée russe. Alors je veux telle somme pour mon duché, hein, en fonction de la superficie et du nombre d'âmes. Je veux un royalty à vie sur ce que me rapportait la fonte des canons pour l'armée russe chaque année. Je veux garder ce bénéfice. Je veux en Allemagne un duché qui me donne le même rang dans l'Empire que mon duché de Courlande. Et je veux, si on ne trouve pas un duché assez grand en Allemagne, je veux être compensé avec d'autres terres. Alors la grande Catherine
ne lui a pas trouvé un duché à sa mesure en Allemagne, mais lui a trouvé le duché de Sagan. Elle était allemande, hein, c'était une princesse Anhalt, la grande Catherine. Donc elle lui a trouvé le duché de Sagan, qui est maintenant en Pologne, puisque c'est en Silésie, ça s'appelle Jagań maintenant en polonais. Et comme Sagan n'était pas aussi grand, bien sûr, que Courlande, eh bien, elle lui a offert l'île de Tobago. L'île de Tobago dans les Caraïbes, plus des sommes d'argent colossales. Je ne sais plus les chiffres, mais il est devenu l'homme le plus riche d'Europe de son temps. Et Talleyrand, qui avait le sens non seulement des affaires, mais le sens de la famille, n'a pas laissé passer cette belle opportunité, d'autant plus que la fille de Buren était très séduisante, très belle et très séduisante. Là aussi, une image que je voudrais un portrait d'elle que je voudrais vous montrer. Eh bien, il l'a mariée à son neveu. Mais elle n'était pas une oie blanche, et sa sœur Wilhelmine encore moins. Alors, quand le tsar Alexandre Ier est arrivé à Paris, et que... Ah, je fais une bêtise là. Et qu'il a... et qu'il a fait bivouaquer ses Cosaques sur l'avenue des Champs-Élysées, eh bien, Talleyrand a fait courir le bruit dans Paris et l'a fait confirmer au tsar par son compère Fouché. Hein, quelqu'un a rappelé le mot de Chateaubriand qui disait c'est le vice appuyé sur le crime. Donc le criminel Fouché a fait courir le bruit dans tout Paris et l'a annoncé au tsar que différents attentats se préparaient contre le tsar à Paris et qu'il fallait absolument qu'il fût sous la protection d'un personnage puissant, son ami Talleyrand, qui s'est empressé d'accueillir le tsar dans son hôtel particulier de la rue Saint-Florentin à Paris et qui lui a immédiatement collé la sublime Wilhelmine, aussi belle en blonde que la brune Dorothée, dans les bras du tsar, qui s'est trouvé très bien à Paris, qu'il l'a retrouvé ensuite, moins d'un an plus tard, au Congrès de Vienne, enfin quelques mois plus tard, au Congrès de Vienne. Et entre-temps, au Congrès de Vienne, la belle Wilhelmine, qui était une fille assez jeune âge, avait pris pour amant Metternich lui-même. Elle était attirée par l'homme fort du moment. Il y en a d'autres comme ça qui disent « Moi, je veux absolument épouser un président de la République parce que c'est l'homme qui peut appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Ça me plaît comme mari, c'est le mari que je veux. » Eh bien, il y a des femmes comme Carla, comme Wilhelmine, comme ça. Et donc, elle est devenue la maîtresse de Metternich. Alors, comment est-ce qu'il a fait au Congrès de Vienne? Il a utilisé tous ses réseaux, par ses réseaux de juifs, par ses réseaux diplomatiques, ses amitiés diplomatiques. Il n'était pas franchement ami de Metternich, mais ils avaient quand même pas mal de points communs. Par exemple, l'un et l'autre avaient fait leurs études de droit à Strasbourg. Talleyrand bien avant Metternich, parce qu'au Congrès de Vienne, en 1815, Talleyrand termine pratiquement sa carrière politique, alors que Metternich, je ne dirais pas qu'elle la commence, parce qu'il était déjà diplomate depuis une quinzaine d'années, mais il n'était chancelier que depuis 3 ans au Congrès de Vienne, alors que Talleyrand, il avait quelques heures de vol déjà derrière lui. Mais d'autres points communs, ils étaient français tous les deux. Ils parlaient le français. Metternich parlait le français mieux que l'allemand. Pourquoi? Parce que, et là vous allez comprendre comment je suis lié à l'un et à l'autre. Metternich avait une mère qui s'appelait Kageneck. Elle était née Mademoiselle von Kageneck. Les Kageneck, c'est une vieille famille de la noblesse strasbourgeoise. D'ailleurs, à Strasbourg, il y a une rue Kageneck, il y a un hôtel particulier Kageneck,
Et comme la plupart des familles de la noblesse alsacienne, ils avaient un pied dans le Brisgau. Donc ils avaient également un petit château près de Fribourg en Brisgau qui s'appelle Munzingen. Et je vais vous montrer, si je la trouve, je devrais la trouver, une image de Munzingen. Voilà. Alors, voilà. Je vais vous montrer d'abord l'entrée. Est-ce que ça s'affiche? Est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça y est. Ça y est? Ah ben voilà. Merci, merci monsieur. Vous voyez ici, sur le fronton, il y a deux blasons. Ici, vous avez un blason rouge barré d'argent. Ça, c'est le blason de la famille von Kageneck. Puis à côté, vous avez un blason doré avec une croix rouge au milieu. Ça, c'est le blason von Andlau. Parce que les parents, les grands-parents, la mère de Metternich était née Kageneck et sa mère était une Andlau. Vous voyez, c'est sur le fond de la maison. Donc ça, c'est la maison de naissance de la mère de Metternich, qui est juste à côté de Fribourg-en-Brisgau. Il fait ses études de droit à Strasbourg. Il parlait français à la maison avec sa mère, Kageneck. Il faisait ses études de droit à Strasbourg. Il était allemand, parce que leur famille est d'origine rhénane. Et d'ailleurs, ils ont une fameuse propriété que je vais vous montrer, qui est très belle, qui s'appelle le Johannisberg. Voilà, je fais, hop, ce que je fais pour vous voyez. Ah. Non, c'est pas ça. Comme ça, alors, excusez-moi. Voilà. Oui, c'est ça. On va retourner. Excusez-moi, c'est fastidieux parce que c'est dommage, j'aurais pu vous les passer comme ça, mais j'ai obligé de chercher une par une. Mais ça vaut la peine, regardez, Johannisberg, comme c'est beau. Ah oui, j'ai oublié le R. Alors, est-ce que ça affiche? Oui. Alors, vous voyez, le vignoble au pied du Johannisberg, il est très célèbre, c'est le plus célèbre de tous les vignobles d'Allemagne, puisqu'ils font une Spätlese, une vendange tardive, qu'on appelle Eiswein, depuis le XVIIIe siècle, ou même depuis le XVIIe siècle. Donc c'est le vin le plus prestigieux de toute l'Allemagne. Et ça, c'était la propriété des Metternich sur le Rhin, en Rhénanie. Donc, il est de mère française et de père français. Kageneck, on ne fait pas... Les Alsaciens sont français depuis le traité de Westphalie en 1648. Donc, ils sont français depuis plus de 100 ans. Ils sont allemands, il est allemand par son père, et il épouse une Autrichienne, la petite fille du grand chancelier Kaunitz, qui avait été le principal ministre de l'impératrice Marie-Thérèse. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'installe à Vienne, au palais Kaunitz, avec sa jeune épouse, chez son beau-père, au palais Kaunitz. Juste après ses études de droit à Strasbourg. Et ce qui est amusant, c'est que Talleyrand, qui avait aussi fait ses études de droit à Strasbourg, qui était plus vieux que Metternich, lui, quand il va s'installer à Vienne, il charge sa nièce Dorothée de Courlande de s'y rendre avec sa sœur Wilhelmine pour louer le palais Kaunitz pour toute la durée du congrès de Vienne. Vous voulez, le lieu le plus prestigieux.
et le plus symbolique, puisque c'était le prince de la diplomatie, Kaunitz. Donc que Talleyrand s'installe dans le palais Kaunitz, c'est une signification symbolique. Et puis c'était le plus beau palais, c'était fait pour recevoir. Et il était tellement fin diplomate que il s'est dit, moi, vieux boiteux traînant des casseroles, je vais faire fuir tout le monde si je m'installe en maître de maison, même dans le palais Kaunitz, je vais faire fuir tout le monde. Alors j'envoie les jolies femmes en éclaireur, je leur donne tout l'argent qu'il leur faut pour organiser tous les soirs des dîners, des fêtes, etc. Wilhelmine, elle couche déjà avec le tsar depuis Paris, et puis elle va peut-être coucher avec Metternich. Quant à Dorothée, ce sera une merveilleuse maîtresse de maison, et puis ce sera ma maîtresse, à moi. Parce qu'il avait des relations très tendres avec sa nièce, mon arrière-grand-mère. Et donc, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant, je crois 2 mois et demi ou 3 mois, et les deux sœurs sont seules dans le palais Kaunitz, ils organisent dîner sur dîner, fête sur fête, les plus somptueuses possibles, et Talleyrand les encourage à vraiment faire ce qu'il y a de mieux, parce qu'il veut que ces jolies femmes attirent les hommes les plus influents chez elles. Et puis quand la fête bat son plein, que tout le monde a pris l'habitude de se rendre tous les jours au palais Kaunitz, parce que c'est l'endroit le plus amusant de Vienne, il apparaît. Et il arrive, comme disait Fabius, hein, avec sa diplomatie gastronomique, il arrive avec son fidèle cuisinier, le grand Carême. Et là, non seulement le prince de Talleyrand est présent, mais aussi même la qualité de la cuisine devient incomparable. Alors, pour marquer son arrivée à Vienne, il décide un coup de théâtre pour que vraiment plus personne n'ignore que le palais Kaunitz est le cœur de la vie mondaine de Vienne, que le prince de Talleyrand en est le maître de maison. Alors il susurre à l'oreille de son fidèle cuisinier Carême, qui vient de lui annoncer qu'il a trouvé en mer du Nord, il a fait venir de mer du Nord 2 saumons géants, l'un de 1,20 m de long, l'autre de 1,50 m. Alors Talleyrand lui dit, ah bon, mais c'est trop, nous ne recevrons pas assez de monde à dîner pour les 2 saumons. Alors regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre le premier saumon, le plus petit, celui qui fait 1,20 m, vous le mettez sur un grand plateau, un immense plateau qu'on va faire venir de Paris, un immense plateau. Et puis, vous le faites porter théâtralement par 2 maîtres d'hôtel, et le premier maître d'hôtel trébuche, fait mine de tomber, vous faites tomber le plateau sur le parquet de la salle à manger, et vous faites en sorte que le saumon éclate en 1000 morceaux. Et après, vous apporterez le deuxième saumon. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, le premier saumon se retrouve en 1000 morceaux sur le parquet. Tout le monde qui avait poussé des cris d'admiration en le voyant arriver sur le plateau est consterné. Et Talleyrand fait comme si de rien n'était. Il continue la conversation, plaisantant, tout gentiment. Tout le monde est étonné. Quelle maîtrise de soi. Et puis une demi-heure plus tard, arrive le deuxième saumon, encore plus grand que le premier. Alors ça, je peux vous dire, tout le monde en parle, on en parle encore aujourd'hui quand on parle du congrès de Vienne. Il y avait le sens de la communication. Donc, il occupe le terrain. Ça, c'était la première étape. Deuxièmement, puisqu'il occupe le terrain, tout le monde vient dîner chez lui. Il écoute tout le monde. Il écoute tout le monde, il a ses réseaux d'espions, les jolies femmes, les juifs, les diplomates, qui l'informent de tout ce qui se passe. Et il comprend très vite que les 4 grands, c'est-à-dire la Russie, la Prusse, l'Autriche et le Royaume-Uni, sont là pour se partager l'Europe.
La France n'a évidemment rien à dire. La France est responsable de toute cette catastrophe et n'est pas invitée au congrès de Vienne. Lui est officiellement là, et Villepin l'a dit, c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai bien aimé ce qu'a dit Villepin. Villepin le dit très bien, il dit il n'était là qu'un observateur au début, pas invité, un observateur. Et Villepin l'a dit aussi, c'est lui qui a suggéré au roi de l'envoyer en ambassade. Mais il n'a pas supplié le roi de le faire ambassadeur à Vienne, il l'a fait suggérer comme ça. Et il l'a si bien joué que le roi était inquiet que Talleyrand refuse cette ambassade, très difficile, parce qu'il s'agissait de sauver ce qu'on pouvait sauver de la France. Qui, vous avez vu dans l'exposition en bas, il y avait 3 petites cartes. Tout de suite, quand on entrait dans la salle d'exposition, sur la gauche, 3 petites cartes. Celle de droite vous montre très exactement comment la France était occupée. Et par exemple, en ce qui concerne l'Autriche, qui est en couleur orange, eh bien, vous voyez que ça va depuis le Rhin jusqu'à la ville de Troyes, qui est à quoi, 60 ou 70 km de Paris, à l'ouest, et qui descend jusqu'à Marseille d'un côté et jusqu'à Nice de l'autre. Et puis, les Russes occupaient une autre partie de la France, les Anglais, et même les Bavarois, et même les Badois occupaient toute l'Alsace. Donc vous voyez à quelle sauce la France devait être mangée. Alors le roi Louis XVIII, il avait compris, parce que c'était tout sauf un idiot, Louis XVIII. Il avait beaucoup de défauts, mais c'était pas un idiot. S'il avait été roi à la place de son frère Louis XVI, je suis convaincu que la Révolution n'aurait pas eu le succès qu'elle a eu avec Louis XVI, qui était vraiment pas fait pour être roi. Mais c'est une autre histoire. Donc Louis XVIII, qui aussi avait le sens de la psychologie et qui connaissait bien la mentalité de l'Eurotrash, de cette pourriture européenne, de cette morgue aristocratique, eh bien, il dit à Talleyrand, vous savez, les Talleyrand sont célèbres depuis toujours, parce qu'un de leurs ancêtres les plus anciens, avait répondu au premier roi de France, Hugues Capet, qui il s'était disputé avec le roi sur un sujet, comme un baron peut se disputer avec son souverain, et le roi Hugues Capet lui dit Talleyrand Périgord, qui t'a fait comte? C'était lui qui avait fait comte. Et Talleyrand lui répond et qui t'a fait roi? Parce que c'était un des barons qu'il avait élu roi. Donc, et puis les Talleyrand étaient plus anciens que les Capétiens, puisqu'ils étaient pas de la 3e race comme les Capétiens, mais de la première race. Ils étaient plus anciens encore que les Carolingiens, ils étaient des Mérovingiens, les Talleyrand Périgord. Et alors donc, pour le convaincre d'aller défendre les meubles de la France au congrès de Vienne, et pour être sûr que Talleyrand ne change pas d'avis, Louis XVIII lui dit, quand Talleyrand lui dit finalement ben d'accord sur ce qu'il a demandé, carte blanche. Il a demandé carte blanche, il a demandé des fonds illimités au roi pour mener son ambassade, et carte blanche, absolument. Et Louis XVIII, il traînait un peu, finalement il a cédé à toutes les conditions de Talleyrand, et puis pour être sûr que Talleyrand ne change pas d'avis, il lui dit, au moment de lui faire ses adieux, il lui dit Talleyrand, je vais vous dire, je suis quand même fier que la France soit représentée au congrès de Vienne par le rejeton d'une famille plus ancienne et plus noble que la mienne. C'est pas mal venant d'un Bourbon, c'est pas mal, même s'ils sont de la 3e race, c'est pas mal. Il savait comment jouer sur la corde sensible d'un Talleyrand, parce que Talleyrand, on a dit, M. Védrine a dit oui, il était vénal et tout. Oui, il était vénal, mais il était vénal pas par avarice. Il était vénal parce qu'il devait tenir son rang. Ça coûte cher de tenir son rang. Donc il cherchait l'argent
là où il le trouvait. Et d'ailleurs, il avait un mot à ce sujet-là. Il disait, l'argent, en avoir toujours pour n'y penser jamais. Villepin l'a dit aussi, donc je ne peux que le répéter après lui, il devient le représentant de l'Espagne, de la Suède, du Portugal et encore d'autres souverains, aussi ça Villepin l'a dit, mais aussi du duc de Saxe, dont le duché allait être dévoré par la Prusse, et du roi des deux Siciles, Bourbon, de Sicile, qui lui avait été arraché par Napoléon et donné à Murat. Murat était devenu roi de Naples, à la place des Bourbons de Sicile. Et donc Talleyrand parle avec tous ces gens-là, et il attend son heure. Et son heure arrive un certain jour où il apprend que dans la salle des négociations, où personne ne pénétrait sauf les oreilles des secrétaires de Metternich, qui écoutaient par les 4 soupiraux dans le plafond, qu'il y avait eu une dispute phénoménale entre le tsar et le roi de Prusse au sujet du partage de la Pologne et au sujet de l'annexion de la Saxe, annexion qui était dans les intentions de la Prusse. Donc le tsar allait déclarer la guerre à la Prusse sur ce point-là. Et là, Talleyrand a compris que son heure était venue. Il annonce aux grands que, puisque la France n'est là, que lui, le représentant de la France, n'est là qu'en tant qu'observateur, et que la France n'a rien à revendiquer, que s'ils ont besoin d'un arbitre avec un peu d'expérience, il veut bien se dévouer. Et Metternich, qui voulait à tout prix arrêter cette dispute entre le tsar et le roi de Prusse, les convainc d'accepter Talleyrand comme arbitre, puisque lui, Metternich, n'était pas parvenu, puisque Metternich, lui, il avait ses intérêts dans le jeu aussi. Mais faire venir un outsider qui ne prétend à rien, c'est plus facile pour arbitrer. Donc Talleyrand entre dans la salle de négociation. C'est absolument génial comme coup diplomatique, il faut dire. Il a fait encore mieux. Parce que, aussitôt rentré au Palais Kaunitz et dans les dîners qui ont suivi, il a expliqué aux Suédois, aux Espagnols, aux Portugais, aux Saxons, etc., que s'ils avaient besoin de quelqu'un pour défendre leurs intérêts dans la salle de négociation où il était déjà, il voulait bien leur rendre ses petits services, moyennant quelques douceurs. C'est le joli mot qu'il attribuait au cadeau qu'il demandait. Et il demandait, il ne faisait pas de chichi sur les questions d'argent, il n'avait pas de fausse pudeur. Il disait, voilà, j'estime que votre cas est très difficile à défendre, j'estime que votre cas n'est pas très difficile à défendre, donc je vous demande une grosse somme ou une moindre somme, etc. Par exemple, à l'ex-roi des deux Siciles, au Bourbon de Sicile, il demande 3 millions de francs or pour lui récupérer son royaume, l'arracher à Murat et le rendre son royaume. Manque de chance dans cette histoire-là. Metternich s'était lié d'affection pour Murat. Et Metternich s'oppose absolument à ce qu'on exile Murat. Et donc, Talleyrand n'obtient pas gain de cause là-dessus. Eh bien, il a rendu les 3 millions de francs aux Bourbons de Sicile après le congrès de Vienne, en leur disant, je suis désolé, j'ai essayé de défendre vos intérêts, je n'ai pas pu, j'ai eu l'opposition du chancelier Metternich. Je vous rends vos 3 millions de francs. Mais il dit aussi, il a même écrit, que, parce qu'il est devenu, après le congrès de Vienne, il est devenu à son tour l'homme le plus riche d'Europe, comme le beau-père de sa nièce,
à son tour, il est devenu l'homme le plus riche d'Europe et tout le monde s'intéressait au montant de sa fortune et il ne s'en cachait pas parce qu'un grand seigneur comme lui ne fait pas de chichi. L'argent, c'est fait pour être pris là où il est et être dépensé noblement et joliment et pour bien vivre. Voilà. Donc il le disait, alors il estime qu'il a accumulé au congrès de Vienne tout service confondu et toutes sources confondues, 60 millions de francs or. Et donc il est devenu très très riche. Mais il était déjà pas pauvre, puisqu'il avait déjà le château de Valençay, il avait reçu de grands cadeaux de Napoléon pour le service qu'il lui avait rendu. Napoléon était très généreux, cela dit. Donc, voilà. Voilà le rôle de Talleyrand au congrès de Vienne. Je vais vous montrer quand même, mon arrière-grand-mère, elle est si belle, Dorothée, que ce serait dommage de ne pas vous la montrer. Et puis après, je vais vous parler de Metternich. Donc, je vous en ai déjà un peu parlé, alors... Là, voilà. S'affiche, voilà. Voilà, alors c'est la beauté brune, et elle avait deux autres sœurs, dont la plus célèbre était Wilhelmine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était aussi belle en blonde. Et leur mère était très belle aussi. Et leur mère était aussi belle. D'ailleurs, elle collectionnait les amants, toute la mère, les filles. Elles avaient toutes des maris beaucoup plus vieux qu'elles. La mère de Dorothée avait 35 ans de moins que son mari, le duc de Courlande. Il avait 35 ans de plus qu'elle. Donc ces dames se mariaient et avaient des amants. Et raconte à ce sujet-là une anecdote. Napoléon demandait à son médecin. Napoléon, il hésitait quand même à répudier Joséphine. Il aimait sincèrement Joséphine. Il l'aimait sincèrement, malgré tous ses caprices. Joséphine, c'était une espèce de Marilyn Monroe, comme ça, une femme très, très capricieuse, mais très séduisante. Et Napoléon avait des faiblesses pour elle. Mais elle ne pouvait pas lui donner d'héritier. Alors, la raison politique voulait qu'il la répudie, parce que qui n'a pas d'héritier, un souverain qui n'a pas d'héritier a du désordre autour de lui, ça excite des ambitions, etc. Quand on a un héritier, on est tranquille pendant quelque temps. Et donc la raison politique voulait qu'il épouse la fille du Kaiser, Marie-Louise. Et il s'y était décidé à 95%, mais il avait quand même, il se cherchait une excuse pour ne pas passer le pas, et alors il demande à son médecin, docteur, aujourd'hui j'ai, je sais pas, 41, 42 ans, est-ce que vous me garantissez que j'aurai un héritier si j'épouse la fille du Kaiser? Est-ce que vous me garantissez un héritier? Ça bien sûr, à votre âge. Et docteur, dites-moi, si j'attends 5 ans ou plus, j'ai autant de chances d'avoir un héritier? Mais sûr, bien sûr, attendez, vous êtes encore jeune. Et docteur, si j'attendais 10 ans, je pourrais encore avoir un héritier en 10 ans? Et son médecin lui dit, écoutez, sire, je vais vous dire, c'est très simple. Plus le mari est vieux, plus la femme est jeune et jolie, plus vous avez de chances d'avoir un héritier. Ah bon, il faut que je comprenne. Merci. Alors, je vais vous montrer là. Alors, parce que plusieurs personnes m'ont demandé tout à l'heure comment j'étais apparenté à l'un et à l'autre, à Talleyrand et à Metternich. Alors, Metternich, je vous ai montré le fronton du château de Montsingen, près de Fribourg-en-Brisgau, et je vous ai expliqué, donc, c'est une alliance. Je ne descends pas de Metternich, mais lui descend d'une d'Anglou. Il avait une grand-mère d'Anglou. Quant à
Alors, je vais vous trouver l'arbre généalogique de mon grand-père paternel. Non, de ma grand-mère paternelle. Parce que par mon grand-père paternel, j'ai les alliances Kageneck. Ça, je vous ai déjà expliqué. Alors, ma grand-mère. Voilà. Alors, malheureusement, j'ai demandé aux enfants de me le photographier à Paris parce que j'étais aux États-Unis pendant 5 jours. Je suis rentré vendredi. Je suis reparti 2 jours et demi pour la Suisse et je ne suis rentré que cette nuit. Alors, j'ai demandé aux enfants, parce que ces arbres généalogiques, je les ai à Paris, de me les photographier, mais ils ne m'ont pas fait une photographie fantastique. Alors, on peut quand même voir, si on fait attention, alors, le plus grand possible. Voilà, vous voyez, ici, c'est Dorothée de Courlande, celle que nous avons vue précédemment sur un autre portrait d'elle. Ça, c'est son mari, Edmond, de Talleyrand-Périgord, le neveu du vieux Talleyrand. Ça, c'est son fils Alexandre, mon arrière-grand-père. Sa fille, Clémentine. Et ça, c'est mon arrière-grand-père polonais, Mieczysław Orlowski. Et ça, c'est ma grand-mère. Vous voyez? Donc, c'est très proche. Et c'est pas loin, parce que ma grand-mère, c'est 2 générations, 3, 4, 5, 6e génération. Voilà. Alors, et puis là, vous voyez, regardez. Ici, c'est le côté polonais. Ça, c'est le côté polonais. Il y a du français avec Talleyrand-Périgord, très peu de français. Là, c'est la Courlande. Hein. Et ici, c'est les quartiers américains de ma grand-mère polonaise. Les ancêtres américains, lui. Ici, vous avez 3 signataires de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ici, vous avez le général Stevens, qui commandait l'artillerie de George Washington pendant la bataille de Saratoga. Là, vous avez également Livingston, ici, Livingston, oui, qui a également signé la déclaration d'indépendance. Et vous avez Gallatin. Gallatin, où est-ce qu'il est caché? Albert Gallatin. Il est là. Albert Gallatin, c'était le premier ambassadeur des États-Unis en Suisse et en France, le premier secrétaire d'État des États-Unis, le fondateur du système de réserve fédérale, c'est pas rien, il a été ministre des Affaires étrangères des États-Unis, de Washington, il a été ministre des Finances et il est le fondateur de l'Université de New York. Et ces 3-là, ils sont signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ça, c'est du côté de mon père, c'est ma grand-mère paternelle. Et ma mère était américaine 100%. Et du côté de ma mère, je descends de 2 présidents des États-Unis, le 2e et le 4e, John Adams et John Quincy Adams. Et donc, tout ça pour vous dire, et je vous ai dit le mélange de nationalités de Metternich qui était allemand, de mère française, épousant une Autrichienne, c'est ça l'aristocratie européenne. Et si vous prenez les familles royales, c'est la même chose. Et souvent, les familles royales ne sont pas du peuple dont ils sont souverains. Par exemple, la famille royale d'Angleterre, ce sont des Allemands. Ce sont des Allemands, des cousins très proches de moi. Nous sommes cousins au 14e degré des Windsor. Parce que, en fait, les Windsor, ils sont appelés Windsor parce qu'ils ont un château de Windsor en Angleterre, mais c'est leur nickname, c'est leur surnom. En fait, ces gens, ils sont appelés Mountbatten en Angleterre, et Mountbatten, c'est la traduction de Battenberg. Battenberg, c'est leur nom allemand, ce sont des Battenberg. Or, les Battenberg, ils ont un ancêtre qui s'appelle Lazarus von Handlar au XVe siècle. Ce sont nos cousins. Tout ça pour vous dire que la noblesse européenne, elle est très internationale. À cette époque-là, tout le monde parlait français déjà, ça simplifie les relations. Aujourd'hui, tout le monde parle anglais. Bon. Et d'ailleurs, si on parle anglais aujourd'hui, c'est une des conséquences du congrès de Vienne. Parce que, comme le disait monsieur l'élu qui a... Monsieur Dumont.
qui est professeur d'histoire dans un lycée ici à Verdun, disait très, très intelligemment tout à l'heure que, en fait, le congrès de Vienne clôt la domination diplomatique et géopolitique de la France et ouvre la domination géopolitique du Royaume-Uni. Parce que le 19e siècle, c'est le siècle de l'Angleterre, de même que le 20e siècle, c'est le siècle des États-Unis d'Amérique. Eh bien, c'est au congrès de Vienne, je vous l'ai dit en introduction, j'ai fait une introduction un peu longue, pour vous parler de cette politique constante de division des anglo-saxons, d'abord des Anglais et aujourd'hui des Américains, comme ils le font aujourd'hui à Maïdan, et comme ils ont essayé de le faire au Moyen-Orient, ils y sont parvenus et sont en train de rater leur coup en Syrie, parce que Poutine s'en va, mais c'est une autre histoire. Donc, ces gens-là ne sont pas des nationalistes, c'est le contraire des nationalistes. Ce ne sont pas des centralisateurs, parce que tous, ils viennent tous plus ou moins du Saint-Empire romain germanique. Il ne faut pas oublier que la France, et ça fâche les Jacobins de Paris, comme je le leur dis, mais je le dis et je le répète parce que c'est la vérité historique, la France était partie prenante du Saint-Empire romain germanique. Elle en faisait partie. Elle s'en est séparée en 1214 à la bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines où le roi de France, Philippe Auguste, a combattu le Kaiser Otton III et l'a battu à la bataille de Bouvines. Là, les Français ont réussi à gagner leur indépendance, comme les Catalans n'ont pas encore réussi à la gagner. Mais c'est la même histoire. Donc la France, c'est tous ces gens, et les Francs, et la noblesse franque. Tenez, pour prendre Talleyrand, pour revenir à Talleyrand, quelle est la mentalité d'un Talleyrand par rapport à un Metternich et d'autres? Ils disent, nous sommes des Francs. La vieille noblesse d'Europe est franque. Elle est franque. Elle n'est pas alsacienne ou corse ou parisienne, même si on est en Alsace, en Corse ou à Paris. Ce sont des familles d'origine franque. C'est leur point commun. Donc les Metternich qui sont rénaux, les Francs, il y avait deux branches du peuple franc. Il y avait les Francs-Saliens, que nous connaissons tous, puisque c'est dans tous nos livres d'histoire. Je ne sais pas si c'est encore dans les livres d'histoire, j'espère que ça y est encore, parce qu'on aurait beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il y avait une autre branche presque aussi importante, moins importante que les Francs-Saliens, mais quand même c'était l'autre branche, c'était les Francs ripuaires. Les Francs ripuaires, il y avait deux familles, il y avait les rois de Cologne et il y avait les ducs d'Alsace. Et aujourd'hui, ils sont tous éteints, puisque les Francs-Saliens se sont tous assassinés entre eux. Ils sont évacués. Les rois de Cologne, ils ont disparu depuis la bataille de Tolbiac, qui a eu lieu là-haut, près de Cologne. Et il reste des reliquats des ducs d'Alsace. Aujourd'hui, 14 familles royales d'Europe descendent des ducs d'Alsace. Mais par les femmes. Par les femmes. Nous descendons par les hommes. Nous sommes une branche cadette de cadette. Avant nous, il y avait les comtes d'Arbo et d'Isheim qui sont éteints, qui ont donné un pape alsacien qui s'appelait Léon IX au XIe siècle. Mais ils sont éteints depuis longtemps. Et donc, toutes les familles royales d'Europe cherchent leur légitimité chez les ducs d'Alsace. C'est le cas des Habsbourg, par exemple. Les Habsbourg, ils viennent tous en pèlerinage au Mont-Saint-Odile, tous. Ils viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, pour que les enfants et les petits-enfants sachent d'où ils viennent. Ils sont très fiers de dire « nous descendons des ducs d'Alsace ». Et c'est vrai. Et ça, ils l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit, parce que c'est leur tradition familiale. Ils le savent depuis toujours, mais ils n'arrivaient pas à le prouver. Et ils se sont inventés au XVIe siècle des fausses généalogies pour asseoir leur légitimité face aux
au roi de France, qui disait mais qu'est-ce que c'est que c'est Habsbourg, petite noblesse d'origine suisse, c'est rien du tout, à côté de nous, les Capétiens, etc., etc. Donc les Habsbourg se sont fait de fausses généalogies, parce qu'ils savaient qu'ils descendaient des ducs d'Alsace. Mais aujourd'hui, on a retrouvé, et depuis peu, il y a un professeur de mathématiques à Strasbourg qui s'appelle le professeur Philippe Nuss, qui, et ça ce serait très intéressant, Madame la consul générale, si un jour vous voulez faire une conférence sur ce sujet, je vous présenterai très volontiers le professeur Nuss. Il a écrit un livre qui fait autorité en histoire parce qu'il est mathématicien. Il me dit, la différence entre nous autres, les mathématiciens, et vous, les historiens, c'est que nous, pour nous, il faut que ça tombe juste. Donc moi, je me suis acharné sur ces généalogies que personne n'avait réussi à débrouiller, démêler, jusqu'à ce que je trouve le fil conducteur. Et j'ai trouvé les proto-Habsbourg, etc., dans le Vorderösterreich, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Bâle, pour simplifier, de Bâle, et puis jusqu'aux frontières du Tyrol. Bien. Et tout ça pour vous dire que ce sont des gens internationaux. Les notions de la Révolution française leur sont totalement étrangères. Un mot comme progrès est une plaisanterie pour ces gens-là. Parce que pour ces gens-là, rien n'a jamais changé. C'est toujours le pain et les jeux du cirque, comme du temps des Romains. Et leur morale est la même que celle des Romains. Leur éthique, d'ailleurs, la religion catholique romaine, elle s'appelle bien catholique romaine. Et le Saint-Père, le pape, le chef principal de leur religion, il porte le titre de souverain pontife. Souverain pontife, c'était l'empereur romain lui-même qui était le chef de la religion, et une fois par an, il était le souverain pontife. Et puis un jour, c'est l'empereur, comment s'appelait, un des derniers empereurs romains qui a donné son titre de souverain pontife à un pape. C'est comme ça que ça s'est fait. Ces gens-là réagissent comme ça. Ils ont fait... Bon, Talleyrand connaissait très bien la Révolution, il y a même participé, mais il y a participé par sens politique, parce qu'il voulait absolument être dans les affaires, à n'importe quel prix, il voulait être dans le coup. Mais il détestait, dans le fond, la Révolution. D'ailleurs, il disait toujours, après la Révolution, quelqu'un qui n'a pas vécu avant la Révolution, qui n'a pas vécu sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, ne peut pas imaginer ce que signifiait le mot « douceur de vivre ». Car vraiment, nous connaissions avant la Révolution la douceur de vivre. Et Metternich, lui, il a écrit dans ses mémoires, il a passé toute sa vie dans la détestation de la Révolution française, parce que justement, quand il était étudiant à Strasbourg, c'est là que ça s'est produit. Et à Strasbourg, il a assisté des visus, physiquement, au saccage révolutionnaire dans Strasbourg. Au saccage, aux guillotines, aux incendies, aux pillages, etc. Il y a assisté. Donc il vivait dans une furieuse détestation de tout ce qui était révolutionnaire. Et l'ironie, c'est qu'il a été renversé lui-même par une révolution en 1848, parce que justement il ne voulait pas écouter. Il ne voulait pas écouter. Voilà, c'était voilà. à la révolution de 1848, quand la cour de Vienne était forcée de quitter la ville, et la cour s'est réfugiée en Tchéquie de nos jours. Et puis il y avait un changement d'empereur. Alors il y avait les fameux empereurs Franz Joseph Ier, marié à Sissi, l'impératrice Elisabeth, que vous connaissez certainement. Alors, je voudrais remercier M. Dandelot pour son intervention. C'était vraiment un cours d'histoire. Alors, j'ai appris des choses, je dois avouer. Alors, il y a quelques semaines que nous sommes parlé aussi du mouvement pan-européen qui existe en France aussi. Alors, cette intention de coopérer en Europe. Et voilà, à cette occasion, M. Dandelot a fait allusion à Madame la princesse de Courlande, alors nièce de Talleyrand, et à sa relation avec la relation de Metternich avec la famille Dandelot. Et là, je me disais, alors là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et voilà, comme je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à M. Dandelot de ce sujet, j'ai voulu
partager ce moment avec vous. Voilà. Si vous avez des questions maintenant, si vous voudriez encore poser quelques questions. Ah oui, il est tard. Question. Alors, en votre nom, je vais remercier M. Comte d'être intervenu. Il nous a prouvé que l'Europe était une grande famille. Le destin se croise et l'histoire se fait au jour le jour avec des grands hommes et des grandes femmes. C'est, je pense, la belle leçon du congrès de Vienne qui a fait avancer la paix en Europe. Certains ont dit pour 100 ans, pas tout à fait, puisque c'était la Première Guerre mondiale. On célébrera le prochain ici le centenaire de la bataille de Verdun, une des plus importantes de cette Première Guerre mondiale. En tout cas, merci pour votre intervention, M. Comte. Merci à toi, Erika, consul général d'Autriche, pour avoir permis d'accueillir ici au centre cette exposition et d'avoir permis cette table ronde.